La race de chiens de berger Kangal est assez ancienne. Elle a été créée il y a bien longtemps pour protéger les troupeaux contre les loups. Mais si des loups se montrent en ville, les Kangals solitaires sont en danger de mort. Regardez attentivement cette vidéo. Que voyez-vous? Une rue, dans un village, la nuit. Un chien est poursuivi par 3 loups. Ils essaient de l'encercler et les loups ont le nombre de leur côté. Et puis c'est des loups. Mais à un moment donné, d'autres chiens arrivent. On dirait bien qu'ils sont venus exprès, après avoir entendu un appel à l'aide. 3 chiens. Et les loups se mettent à reculer, comme s'ils voulaient éviter les ennuis. Ils ne veulent pas se frotter à de tels adversaires. Et c'est curieux. En fait, les loups attaquent assez souvent les chiens dans les villages et les petites villes. Ces prédateurs se montrent même parfois dans les métropoles. Ça leur est égal, et tout chien qui se retrouve seul dans la rue au mauvais moment risque sa vie. Mais les loups aussi sont en danger, car dans les villes, on peut souvent voir des meutes de chiens errants, voire carrément sauvages. Et une rencontre avec eux se terminera, comme dans cette vidéo. Il semble que vivre en meute soit le mode de vie parfait pour les chiens qui ont perdu leur maître. Mais ce système ne convient pas à tout le monde. Prenons les chiens sauvages, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais été en contact avec l'homme, qui n'ont pas été socialisés et qui se sont habitués à survivre par eux-mêmes. En règle générale, c'est des charognards solitaires qui ne se joignent à la meute que pour une courte période. Ils risquent leur vie. Dans un groupe de chiens sauvages, un conflit peut survenir à tout moment, et un chien plus fort en tuera un plus faible sans hésiter. La meute a une hiérarchie très stricte, bien que les chiens ne restent ensemble que pendant 1 à 2,5 semaines. Une nouvelle meute se forme ainsi. Un grand chien, qui prend le rôle de chef, aboie fort jusqu'à ce qu'un nombre suffisant d'autres chiens sauvages le rejoignent. Quand on y pense, ça fonctionne parfois de la même manière chez les humains. On est prêt à soutenir une personne simplement parce qu'elle est assez charismatique et qu'elle se fait entendre. Les choses sont différentes en ce qui concerne les chiens errants. Leur meute comporte moins d'individus, plus de mâles que de femelles, et font preuve d'une remarquable plasticité. D'après les données que j'ai trouvées, les chiens errants ne se regroupent pas pour une raison précise, ils veulent simplement se faciliter la vie. De plus, pour eux, une meute ne signifie pas seulement chaleur et nourriture, mais aussi protection. Un animal solitaire ne peut tout simplement pas survivre s'il rencontre des loups, et c'est compréhensible. Tout comme une personne ordinaire ne peut pas vaincre plusieurs champions UFC en combat, un chien errant ordinaire ne peut pas affronter des loups tout seul. C'est des chasseurs endurcis, aux dents acérées, à la fourrure épaisse et qui possèdent une sorte d'esprit de groupe. On ne peut les combattre qu'en groupe, c'est ça, ou ne pas combattre du tout. Et c'est là que l'instinct entre en jeu. Défendre la meute est le besoin le plus naturel des chiens, car cette aptitude est directement liée à la survie et elle remonte à bien longtemps. Si cette caractéristique est universellement partagée par tous les chiens, grands et petits, certaines races sont plus protectrices que d'autres. Si vous avez de l'expérience avec différents chiens, vous l'avez probablement remarqué. Il existe une autre caractéristique universelle, protéger quelque chose que l'on considère comme sien. Il peut s'agir d'une maison, d'un abri, de nourriture, de lit pour chien ou même de jouets. De plus, les femelles protègent leurs chiots. En bref, les chiens ont littéralement été créés par la nature pour protéger ce qu'ils considèrent comme leur appartenant. Et si les chiens dans cette vidéo n'étaient pas vraiment des chiens qui passaient par là et qui ont décidé d'attaquer les loups? Si c'était parce qu'un membre de leur meute était menacé? Steve, tu peux m'aider avec cette vidéo? Tous les chiens dans cette vidéo sont des Kangals. C'est facile à reconnaître si on sait quoi regarder. Les Kangals sont assez grands, on peut le voir quand on les compare aux loups. Ils sont de couleur fauve. Ils portent un masque de couleur noire. C'est aussi l'un de leurs signes distinctifs. Regardez leur queue. Elle est courbée en forme de faucille, ce qui fait un peu ressembler chaque Kangal à un laïka de Yakoutie. Pour être honnête, j'ai aucun doute, ce qu'on voit c'est une meute de Kangals. En tout cas, les chiens se connaissent, et ils sont prêts à s'unir contre un ennemi commun. Et c'est pas un cas isolé, les chiens sont vraiment prêts à s'entraider. En fait, ils n'ont pas besoin d'appartenir à la même meute pour ça. Les chiens ont tendance à venir à la rescousse des autres. C'est exactement ce qui est arrivé à 2 chiennes, Taza et Bella, qui vivaient dans des maisons voisines. Elles avaient toujours été amicales l'une envers l'autre, mais une nuit, les propriétaires de Bella ont été réveillés par de forts aboiements. Leur chienne essayait de sortir de la maison. Mais dès que Bella a été dehors, tout est devenu clair quand elle s'est précipitée pour défendre Taza, qui était attaquée par des coyotes. Comment elle savait que quelque chose de grave se passait? Elle avait entendu quelque chose? Ou elle l'avait ressenti? Bella s'est jetée sur les coyotes, puis son propriétaire est intervenu et il a fini par les faire fuir. Les coyotes avaient réussi à mordre Taza, mais tout bien considéré, ça aurait pu se terminer plus mal.
Je veux même pas imaginer ce qui se serait passé si Bella n'était pas venue à la rescousse. Imaginez qu'une situation similaire se produise non pas avec des chiens mais avec des humains. Je ne pense pas que n'importe qui interviendrait sans hésiter pour protéger son voisin contre un gang. Habituellement, dans de tels cas, les gens appellent la police et... Oh, au fait, en parlant de la police, voici une histoire qui s'est déroulée à Ferguson, dans le Missouri. Catherine Rose était devant sa maison quand le chien du voisin s'est jeté sur elle. Le chien nommé Poncho a mordu le doigt de la femme jusqu'à l'os et il lui a attrapé le bras. Il refusait de lâcher prise malgré les cris de la victime et bien qu'il ait attaqué sans la moindre provocation. À ce moment-là, un policier, Drew Canadé, est sorti en courant de sa maison avec son chien Ozzy. Le policier n'a donné aucun ordre précis à son animal. Il ne lui a pas ordonné de protéger la femme. Il a simplement dit « Ozzy, attaque !» et Ozzy a su exactement quoi faire. Sérieusement, un simple ordre a suffi. Pourtant, en théorie, Ozzy aurait aussi pu attaquer la femme. Mais le chien a parfaitement compris qui avait besoin de protection. Il a frappé l'ennemi avec une telle force que ce dernier a dû lâcher le bras. Ozzy s'est battu avec Poncho qui était en furie pendant encore 20 minutes avant que les propriétaires de l'animal agressif ne sortent enfin et essaient de le calmer. Mais il les a mordus aussi. Vous voyez où je veux en venir? On dirait que les chiens ont une sorte d'interrupteur dans la tête qui active immédiatement le mode « protéger à tout prix ». Enfin, du moins les chiens qui ont été socialisés avec des humains. Peut-être qu'ils ont développé davantage d'empathie ou quelque chose comme ça. C'est ce que je pensais jusqu'à ce que Steve me montre un chien errant, peut-être même un chien sauvage, qui s'était précipité pour protéger une femme. Ça n'aurait pas été surprenant que le chien la protège d'un animal sauvage. On aurait pu attribuer ça à l'instinct, à la mémoire ancestrale ou quelque chose de ce genre. Mais le chien a attaqué un homme qui tentait de dépouiller une passante dans l'une des rues de Podgorica, la capitale du Monténégro. Le criminel était sur le point de s'emparer du sac lorsque le chien errant l'a attaqué et il semble avoir mordu au derrière avant de le poursuivre dans la rue. Il est maintenant temps de reprendre la vidéo du début. Quel genre de chien est si coriace que même un loup ne peut pas le maîtriser? Certes, si les secours n'étaient pas arrivés à temps, les prédateurs l'auraient emporté. Mais les loups, par définition, sont censés être plus forts que les chiens, non? C'est quoi au juste ces Kangals? On considère le Kangal comme l'une des plus anciennes races de chiens d'Asie mineure. Il existe des preuves que les Kangals étaient présents en Asie mineure depuis l'époque de Babylone. Si vous n'êtes pas très versé dans les faits et les dates historiques, je vais vous donner un indice. Babylone a été fondée en 1894 avant Jésus-Christ. Mais d'autres chercheurs sont allés plus loin. Ils prétendent que les Kangals sont apparus il y a 6000 ans. C'est avant la construction de Stonehenge. Il doit y avoir de bonnes raisons pour que la race existe depuis si longtemps. Et concernant les Kangals, il y en a beaucoup. Ces chiens se targuent d'une taille terrifiante, d'une fourrure épaisse qui les protège des morsures et d'une grande intrépidité. Ils peuvent facilement tuer un loup. Parfois, la simple vue d'un Kangal suffit à faire fuir les grands prédateurs. Je parle pas uniquement des loups. Dans certains pays, les Kangals protègent les troupeaux contre les lions, les guépards et autres grands félins. Ils peuvent même repousser les ours. Mais vous savez ce qui m'a interpellé? La vidéo que je vous ai montrée au début ne se déroule pas dans un champ ou dans les montagnes, mais dans un village. À un endroit où vivent beaucoup de gens. Qu'est-ce que des loups peuvent bien faire à un endroit pareil? Je veux dire, je comprends qu'un loup sorte accidentellement de la forêt et se promène en territoire humain. Mais ici, on a plusieurs prédateurs à la fois, qui sont manifestement entrés dans le village volontairement. C'est une situation complètement différente. Pourquoi des animaux sauvages attaqueraient des villages ou se montreraient dans des villes? Eh bien, pour ce qui est des loups, c'est surtout à cause des proies. Elles restent près des villes pour se protéger, mais les prédateurs les suivent. Là où on trouve par exemple des cerfs, on peut aussi trouver des loups. En fait, ils s'adaptent parfaitement à toutes les conditions. Et même s'il n'y a pas assez de cerfs en ville, les loups trouveront toujours de la nourriture. Dans le pire des cas, il y a toujours des poubelles dans la ville. N'oubliez pas que c'est pas toujours les animaux qui viennent dans les villes. C'est les humains qui s'approprient les terres et construisent des villes là où vivaient les animaux sauvages. Ils ne font que rester chez eux, ils ne veulent même pas entrer en contact avec nous. Bien sûr, je ne prétends pas que les loups sont toujours totalement pacifiques et qu'ils ne posent aucun problème aux humains si on ne les dérange pas. Les prédateurs sont considérés comme un problème majeur depuis des milliers d'années, depuis qu'on a commencé à élever du bétail. Après tout, les loups attaquent encore les troupeaux de nos jours, causant d'importantes pertes pour les personnes dont les revenus dépendent directement du bétail. Par exemple, en 2005, les loups ont tué 4400 têtes de bétail aux États-Unis. En 2010, ce nombre avait presque doublé pour atteindre 8100. Et tout ça se passe à notre époque. Vous imaginez les dégâts qu'ils causaient dans les temps anciens.
Bien sûr, il a fallu faire quelque chose à ce sujet, et on a créé des chiens capables de maîtriser les plus grands prédateurs. Ça ne s'est pas fait en un jour, mais les humains avaient le temps d'expérimenter. Ils ont créé les races les plus grandes, les plus fortes et les plus courageuses, spécialisées dans le fait de mettre en fuite un grand nombre de prédateurs. Moitié Kangal pour se protéger des loups, moitié Mastiff pour s'occuper des ours. Enfin, vous voyez le principe. Cependant, au cours des siècles, l'Europe a exterminé les loups et les ours, défrichant le continent pour le bétail. Le besoin de chiens destinés à protéger les troupeaux a progressivement diminué. En 1972, cette pratique était devenue rare en Europe, et au même moment, elle a été introduite aux États-Unis, où l'élimination des prédateurs par le poison était interdite. L'interdiction a toutefois été levée par la suite, mais les gens avaient déjà commencé à chercher d'autres moyens de protéger leur bétail. Et ils ont trouvé le moyen idéal. On raconte qu'au début, les agriculteurs américains étaient sceptiques. Comment un seul chien gardant le troupeau pourrait s'occuper des coyotes, des loups et des ours? Il s'est avéré que les chiens apportés d'Europe convenaient à merveille. Dans le Dakota du Nord, ces gardiens en peluche ont réduit de 93% le taux de prédation des coyotes dans les ranchs de moutons. En 1993, dans le Colorado, où les agriculteurs étaient confrontés non seulement aux coyotes, mais aussi aux cougars et aux ours noirs, les chiens ont évité plus de 800 000 € de pertes de bétail. 800 000 € en 1993. De nos jours, ça représenterait certainement l'équivalent de plusieurs millions. Une étude menée en 1988 a révélé qu'un chien de garde ordinaire permettait à son propriétaire d'économiser entre 450 et 540 € par an. Encore une fois, gardez à l'esprit qu'il s'agit de données anciennes. Aujourd'hui, le montant serait beaucoup plus important. Mais les chiens n'ont pas seulement permis aux gens d'économiser beaucoup d'argent, ils ont également sauvé les prédateurs qu'ils étaient censés combattre. Bien sûr, je ne veux pas dire que les chiens sont passés du côté obscur et sont devenus des traîtres. Pour contrôler les animaux sauvages, on utilise souvent des poisons, des pièges et des armes à feu qui tuent des millions de prédateurs chaque année. Mais les chiens de garde se contentent de les faire fuir sans leur ôter la vie. En fait, c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content. Sauf pour les animaux sauvages qui doivent affronter ces gardiens génétiquement modifiés. Pourtant, les coyotes ont encore un tour dans leur sac. Mais c'est une histoire pour un autre jour. À plus.